L'acte de propriété est arrivé un jeudi matin. Il a été glissé sous la porte de son appartement londonien. C'était avant que le feu ne soit allumé, avant que la bouilloire ne soit mise à chauffer. C'était avant même qu'elle n'ouvre les yeux sur la lumière grise qui filtrait à travers les rideaux. C'était une simple feuille de parchemin, pliée en deux et scellée à la cire rouge. Elle portait le blason qu'elle avait connu toute sa vie. Les deux faucons jumeaux du duché d'Ashford, aile déployée, serre vide. Elle ne l'a pas ouvert tout de suite. Elle s'est levée, s'est lavé le visage, s'est habillée sans aide, car elle n'avait plus d'aide. Et c'est seulement à ce moment-là, debout au centre de son petit salon froid, les mains immobiles le long du corps, qu'elle a brisé le sceau. L'acte concernait Coldmere. Elle l'a lu 2 fois. Elle l'a lu une 3e fois, analysant chaque clause comme l'aurait fait un avocat. Non pas que le langage soit complexe, mais une partie d'elle s'attendait à découvrir qu'elle avait mal compris. Elle n'avait pas mal compris. Son frère, le duc d'Ashford, lui transférait la propriété la plus au nord des domaines d'Ashford. Elle en devenait l'unique propriétaire, avec effet immédiat. C'était, notez la lettre d'accompagnement, écrite de la main impeccablement neutre de son secrétaire, une question de réorganisation familiale. Un geste de bonne volonté. Le mot « bonne volonté » trônait au centre de la page, et elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a plié les 2 documents et les a posés sur le manteau de la cheminée. Elle est restée là, très immobile, regardant par la fenêtre la rue grise en contrebas. Et elle ne s'est permis aucune expression sur son visage. Coldmere. Elle connaissait ce nom comme on connaît le nom d'une blessure. Le domaine se trouvait à la lisière supérieure des Landes du Yorkshire, à 60 miles de la ville importante la plus proche. Assez loin au nord pour que la saison de culture soit brève et brutale, et à peine digne de ce nom. Le manoir n'avait pas été occupé depuis 11 ans. Le dernier intendant était parti dans des circonstances qui restaient controversées. Les fermes en location, il y en avait eu 7, s'étaient, selon les derniers comptes qu'elle avait pu trouver, réduites à 3,5. L'une de ces demi étant une exploitation dont le toit de la ferme s'était partiellement effondré après un hiver d'une sévérité inhabituelle. La terre elle-même était pauvre et balayée par les vents. La plupart des agronomes sensés la considéraient au mieux comme d'une valeur douteuse. Louis Donner Coldmere était, dans le langage des cadeaux, exactement ce que cela semblait être. Ce n'était pas de la bonne volonté. C'était une condamnation déguisée en paperasse. Elle s'appelait Eleanor Vane, Eleanor Ashford, si l'on comptait sa naissance, bien qu'elle n'y ait pas pensé récemment. Elle avait 29 ans. Jusqu'à il y a 8 mois, elle avait été une figure d'une certaine importance dans le petit monde particulier que son frère commandait. Présente à sa table, présente dans sa correspondance, utile à ses plans de la manière discrète et non reconnue dont les femmes intelligentes sont utiles dans de telles maisonnées. Puis, elle avait fait la seule chose que de telles femmes n'étaient pas autorisées à faire. Elle avait dit, clairement et sans s'excuser, qu'un arrangement particulier que son frère avait manigancé était mal. Cet arrangement impliquait une jeune femme de 16 ans et un créancier à qui il devait plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle l'avait d'abord dit en privé. Elle l'avait répété quand il l'avait ignoré. La 3e fois, elle l'avait dit dans une pièce qui n'était pas entièrement vide. Après cela, le monde que son frère commandait s'est brusquement refermé sur elle. Les invitations ont cessé. La correspondance s'est refroidie. La petite allocation qu'on lui avait donnée, une courtoisie comme son frère l'avait toujours appelée, rien qu'elle ne puisse réclamer de droit, a été réduite de moitié, puis encore de moitié. Elle ne s'est pas plainte. Elle a déménagé dans des appartements plus petits. Elle a économisé avec une précision qui l'a surprise elle-même, et elle n'a laissé personne voir qu'elle le faisait. Elle apprenait quelque chose, décida-t-elle durant ces mois. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle en sentait la forme, patiente et grandissante, comme on sent le temps qu'il va faire avant qu'il n'arrive. Et puis, est arrivé l'acte de propriété de Coldmere. Elle s'est accordée une soirée. Elle s'est assise près de la fenêtre avec un verre de vin qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, et y a réfléchi. Au poids de la chose, au mépris qu'elle contenait, à la précision du calcul qu'elle représentait. Il savait qu'elle n'avait pas de capital pour le restaurer, pas de relation dans cette partie du pays, pas de mari pour prêter son autorité à sa gestion. Il savait qu'accepter signifiait hériter d'un fardeau qui drainerait le peu qui lui restait, et que refuser pourrait être perçu, sous un certain éclairage, comme de l'ingratitude. C'était, à sa manière, élégant. Elle lui a accordé la reconnaissance qui lui était due.
Puis, elle a posé son verre, a croisé les mains sur ses genoux et a tourné son esprit vers la suite des événements. La suite, elle l'avait déjà décidée, même si elle n'avait pas su jusqu'à ce soir à quoi elle la destinait. 3 semaines plus tard, elle a quitté Londres par la diligence du Nord. Elle voyageait léger avec une seule malle et une lettre d'introduction d'un cabinet d'avocats. Ce cabinet avait discrètement travaillé pour les métayers de sa famille quand la famille se souciait encore de ses métayers. Elle portait un manteau de voyage gris et sa 2e meilleure paire de bottes, et un chapeau qui coûtait moins qu'il n'y paraissait. Dans sa malle, sous 2 robes et un exemplaire d'un manuel d'arpentage qu'elle avait acheté d'occasion à Cheapside, elle transportait un portefeuille en cuir. Il contenait 11 documents qu'elle avait passé le dernier mois à rassembler dans 3 archives différentes. Personne ne l'avait aidée à les rassembler. Personne ne savait qu'elle les avait. À 7 miles au nord de la ville, quand la diligence a laissé derrière elle les dernières sentinelles de Londres et roulait à travers la première campagne ouverte, un moineau a heurté la fenêtre à côté de sa tête. Il est tombé, étourdi, sur le mince rebord extérieur. Elle l'a observé. Il est resté très immobile pendant peut-être 2 minutes. Elle les a comptés. Puis il s'est redressé, a secoué ses ailes une fois, brusquement, et a disparu. Elle a regardé le rebord vide un instant. Puis elle est revenue à son manuel d'arpentage et a lu jusqu'à ce que la lumière baisse. Elle est arrivée à Coldmere un vendredi après-midi de début mars. Les landes avaient la couleur du fer, et le ciel avait la couleur de quelque chose de plus ancien et de plus lourd que le fer. Et le vent venait du nord, sans aucune courtoisie. La charrette l'a déposée au bout d'un chemin qui avait peut-être été une ruelle. Le conducteur, un homme d'environ 60 ans qui n'avait rien dit pendant le voyage et semblait considérer le silence comme une vertu professionnelle, a descendu sa malle avec un désintérêt efficace et est parti avant qu'elle n'ait complètement trouvé son équilibre. Elle se tenait au bout du chemin et regardait ce qui était à elle. La maison était grande. C'était la première chose, et c'était vrai quel que soit son état. Une structure en pierre solide, de 3 étages, construite au siècle précédent, dans un style qui privilégiait la solidité à l'élégance. Ce qui signifiait que même dans son état actuel, avec des fenêtres barricadées ou manquantes, la maçonnerie sombre d'humidité et d'âge, la gouttière de l'aile est suspendue à un seul point d'attache, et se balançant dans le vent, elle communiquait un refus fondamental de s'effondrer. Les terres étaient en friche, mais pas informes. Elle pouvait voir sous l'enchevêtrement les eaux d'un domaine en activité, les lignes des murs et des chemins, et ce qui avait été autrefois un potager de taille considérable. Au nord et à l'ouest, la lande s'étendait en longues ondulations gris-brun vers un horizon qui semblait plus lointain que d'habitude. Au sud, à un demi-mile en bas d'un chemin, elle pouvait tout juste distinguer un filet de fumée de cheminée. Il s'élevait de ce qu'elle supposait être la ferme de l'un de ses 3 métayers restants. Elle a pris le plus léger de ses 2 sacs, a laissé la malle où elle était et a marché vers la maison. La porte n'était pas verrouillée. C'était soit rassurant, soit de mauvais augure. Elle a refusé de décider. L'intérieur était froid et sombre, et sentait la pierre, les années, et quelque chose de vaguement animal, qu'elle a choisi d'interpréter comme des oiseaux aux étages supérieurs. Le hall d'entrée était assez grand pour paraître lugubre plutôt que confortable. Son sol en dalle était intact, sous une dispersion de feuilles qui avaient trouvé leur chemin par une fenêtre cassée. Un escalier s'élevait devant elle, sa rampe manquante en 2 sections, mais structurellement présente. Sur le sol, à droite de la porte, disposé avec un soin qui semblait étrangement délibéré, se trouvait un petit tas d'objets, un bout de bougie à moitié utilisé, 3 tiges de bruyère séchées et un bouton de manteau sans distinction particulière. Quelqu'un était entré dans la maison assez récemment pour arranger des choses. Elle a noté cela et a continué. Elle a passé la première heure à simplement parcourir les pièces, sans prendre de notes et sans faire de bruit, seulement en regardant. L'aile ouest était intacte du sol au plafond, ses pièces poussiéreuses mais sèches, ses cheminées fonctionnelles à première vue. L'aile était une affaire plus sérieuse. Le toit y avait développé un compromis structurel important, ce qui signifiait qu'elle ne dormirait pas là, et personne d'autre non plus pendant un certain temps. Les cuisines, dans une extension inférieure à l'arrière, avaient une cuisinière qui semblait récupérable, et une pompe qui, quand elle l'a essayée, a produit un son comme un homme se raclant la gorge, puis, après 3 autres essais, a produit de l'eau froide, brunâtre, sulfureuse, mais de l'eau. Elle se tenait à la pompe
et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine qu'elle n'était pas tout à fait prête à appeler de l'espoir. Pas encore. Elle a trouvé le gardien le lendemain matin, ou plutôt, il l'a trouvé. Il est apparu à la porte de la cuisine pendant qu'elle faisait un feu dans la cuisinière. Il se tenait sur le seuil, dans l'attitude d'un homme qui a préparé quelque chose et attend un moment approprié pour le présenter. Il avait peut-être 55 ans, avec un visage façonné par des décennies de météo du Nord. Il s'est présenté comme Hargreaves et a déclaré qu'il gardait un œil sur la propriété à titre non officiel depuis 3 ans. Et il a dit cela avec une quiétude particulière qui suggérait qu'il s'attendait à être congédié ou à ne pas être cru, et qu'il était préparé aux deux. Elle l'a regardé à travers la cuisine. Elle a dit « officieusement ». Il a dit « il n'y avait personne pour le rendre officiel ». Elle a réfléchi à cela. Puis elle a dit « l'arrangement sur le sol à l'intérieur de la porte d'entrée, c'était vous ?» Il a dit que oui. Elle a dit « pourquoi ?» Il a dit « je voulais que vous sachiez que quelqu'un était là ». Il a fait une pause. Quelqu'un qui n'était pas parti. Elle a gardé cela un moment. Puis elle s'est retournée vers le feu qu'elle avait encouragé à naître et a dit « j'aurais besoin de quelqu'un qui connaît les fermes, qui n'est pas parti et qui peut marcher. » Il a dit « je peux faire ça ». Elle a dit « nous commencerons cet après-midi ». Elle ne lui a rien dit du portefeuille en cuir dans sa malle. Elle ne lui a rien dit des 11 documents, ni des 3 mois passés à Londres à faire un travail d'un genre différent que quiconque dans le cercle de son frère aurait reconnu comme du travail. Elle ne lui a pas dit que Coldmere, qui lui avait été donné comme une punition, était le seul endroit où elle avait besoin d'être, pour des raisons qu'elle portait depuis 4 ans avec l'épuisement de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd en secret. Il y avait du temps pour ça. Il y avait, pour la première fois en 8 mois, quelque chose qui ressemblait à du temps. Elle commencerait par le toit. Le premier de ces 3 métayers était un homme nommé Sutcliffe. Il exploitait la ferme la plus au sud, avec sa femme et ses 2 fils adultes. Il l'a reçu avec une expression qui parvenait à transmettre la lassitude, la surprise et une lueur réprimée de quelque chose qui aurait pu être de la curiosité. Tout cela sans beaucoup bouger son visage. C'était le genre d'homme qui en disait long en disant très peu, ce qu'elle respectait. Il lui a montré les champs en usage et ceux qui ne l'étaient pas, et ceux qui existaient dans un état philosophique, quelque part entre les deux. Et il a répondu à ces questions avec la précision d'un homme qui avait passé des années à donner des réponses à des gens qui n'écoutaient pas vraiment, et qui n'étaient pas encore sûrs si elle écoutait ou non. Elle écoutait tout, ce qu'il disait sur le sol du champ inférieur et le problème de drainage dans le champ du milieu, et le mur de pierre entre le 2e et le 3e champ qui aurait dû être réparé depuis 6 ans. Elle écoutait ce qu'il ne disait pas, ce qui était aussi considérable. Elle a regardé le visage de sa femme quand il parlait du champ nord. Elle a noté l'immobilité des fils quand la 4e ferme, celle qui était vide, celle dont la maison s'était partiellement effondrée, a été mentionnée. Elle n'a pas insisté. Elle a enregistré. La 2e métayère, une veuve nommée Madame Potts, qui exploitait une plus petite ferme dans le coin ouest du domaine, en a dit plus en 20 minutes que Sutcliffe en 2 heures. La plupart de ce qu'elle a dit était utile, et une partie, Eleanor le soupçonnait, était destinée à être divertissante. Elle a dit que le champ nord n'était considéré comme maudit qu'à cause d'une histoire qu'elle trouvait personnellement invraisemblable, impliquant un mouton et un ancien agent foncier dont elle a décrit le caractère avec une gaieté qui a fait soupçonner à Eleanor que Madame Potts n'avait pas une haute opinion de l'homme. Elle a dit que le sol, malgré sa réputation, était assez décent si on était prêt à le travailler correctement. Et elle a dit cela en regardant Eleanor avec la franchise de quelqu'un qui n'évaluait pas la terre, mais la femme qui posait des questions à son sujet. Eleanor a soutenu son regard. Madame Potts a dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais ». Eleanor a dit « À quoi vous attendiez-vous » Madame Potts a réfléchi. Elle a dit « Quelqu'un qui voulait être ailleurs ». Il y a eu une pause. Le vent a balayé la lande au nord d'eux, pliant l'herbe sèche en longues vagues régulières. Eleanor a dit « J'ai été ailleurs pendant 8 mois ». Elle s'est retournée pour regarder le champ. « Je trouve que je préfère cet endroit ». Elle le pensait. C'était la chose qui la surprenait encore maintenant, qu'elle le pensait. Pas la ruine, pas le froid, pas la gouttière cassée et l'eau sulfureuse, et les acres de landes pauvres inutiles, sous un ciel gris et indifférent. Mais la qualité spécifique d'être exactement là où elle était, sans la permission de personne. Et la netteté particulière
d'un air qui n'avait été respiré par personne dont elle devait se méfier. Et le sentiment, physique, situé quelque part sous ses côtes, de se tenir enfin, sur un sol qui ne bougerait pas. Elle est revenue au manoir en fin d'après-midi et s'est assise à la table de la cuisine et a ouvert le portefeuille en cuir. Elle a disposé les 11 documents dans l'ordre qu'elle avait établi pendant ses mois à Londres et elle les a relus. Non pas parce qu'elle les avait oubliés, elle n'en avait pas oublié un mot, mais parce qu'il y avait une satisfaction à les voir disposés dans l'espace qu'elle commençait à considérer comme le sien. C'était la satisfaction d'un bâtisseur qui a porté de la pierre pendant longtemps et qui atteint enfin le chantier. Les documents concernaient Coldmere, tel qu'il était il y a 12 ans, quand il fonctionnait encore comme un domaine productif. Et ils concernaient en particulier la manière dont il avait cessé de fonctionner. Il y avait un compte-rendu du dernier intendant, pas celui qui était contesté, mais son prédécesseur. Un homme nommé Whitmore, qui avait pris sa retraite dans le Lincolnshire et qui avait accepté, après une correspondance prudente, d'écrire ce qu'il avait vu. Il y avait 3 séries de comptes remontant à 14 ans, obtenus du bureau d'un avocat qui avait géré les affaires du domaine avant la restructuration des finances de la famille par son frère. Il y avait 2 lettres, des copies, d'un homme qui avait exploité le champ nord avec ce que chaque document décrivait comme une efficacité notable, et qui avait été expulsé, avec 6 autres familles, au cours d'un seul automne, que les comptes enregistraient avec la fadeur des chiffres plutôt qu'avec le poids des vies. Et il y avait les 4 autres documents, qu'elle ne considérait pas comme les plus accablants, même s'ils l'étaient, parce que les autres disaient la vérité, et c'était suffisant. Coldmere n'était pas tombé en ruine par négligence ou malchance. Il avait été délibérément dépouillé. La décision avait été prise il y a 12 ans d'extraire tout ce qui pouvait être extrait du domaine et de le rediriger au profit d'autres parties des possessions d'Ashford, spécifiquement pour financer l'achat d'une propriété dans le Somerset, qui était depuis devenue l'une des portions les plus rentables du domaine de son frère. Celle qu'il mentionnait au dîner, avec la satisfaction tranquille d'un homme qui se considère comme ayant pris une excellente décision. Il l'avait fait. Il l'avait fait au prix de 7 familles de métayers et d'un intendant de 30 ans de service et d'un domaine productif de 300 acres. Il avait fait cela, et il lui avait ensuite donné les conséquences, dans un document scellé à la cire rouge avec les mots « Bonne volonté ». Elle est restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment. Hargreaves avait allumé une lampe à un moment donné. Elle ne l'avait pas entendu entrer, et la lumière rendait les documents très clairs sur le bois sombre de la table. Dehors, le vent était tombé à quelque chose de presque pensif. Elle pouvait entendre faiblement une chouette quelque part à l'est. Elle n'était pas venue à Coldmere pour détruire son frère. Elle voulait être précise à ce sujet, même dans l'intimité de ses pensées, parce que la précision comptait, et parce qu'elle était une personne qui avait appris à ses dépens la différence entre la justice et la vengeance. Elle était venue parce que Coldmere devait redevenir ce qu'il avait été, et parce que les gens qui l'avaient cultivé n'avaient pas eu tort, et n'avaient pas été payés, et n'avaient pas été rappelés. Elle était venue parce que la vérité se trouvait dans 3 archives différentes, lentement non lues, et que quelqu'un capable de la lire devait le faire. Elle était venue parce que son frère lui avait, dans un remarquable manque d'imagination, tendu le seul endroit où elle avait besoin d'être. Et elle avait eu le bon sens d'accepter les cadeaux, même quand ils n'étaient pas destinés à en être. Le reste était une conséquence, pas un but, une conséquence. Elle a rassemblé les documents, les a remis dans le portefeuille, et a noué le portefeuille. Puis elle s'est fait une tasse de thé, et s'est assise pour la boire dans la cuisine éclairée par la lampe de sa maison en ruine sur sa lande héritée. Et elle a pensé tranquillement, méthodiquement, à ce qu'il fallait faire en premier. Le toit, elle l'avait déjà décidé. Mais avant le toit, le sol. Avant le sol, l'arpentage. Avant l'arpentage, le matin, tôt. Avant que la lumière ne soit complètement venue. Le champ nord, qu'elle n'avait pas encore parcouru, et que les documents suggéraient être considérablement meilleurs que quiconque ne le savait actuellement. Le printemps est arrivé tard sur les Landes, mais il est arrivé. Elle l'a appris de la manière dont on apprend les choses à Coldmere, lentement, physiquement, par le corps plutôt que par un récit écrit par quelqu'un d'autre. Elle l'a d'abord appris dans la lumière, qui a commencé à arriver plus tôt et à rester plus tard avec une persistance qui semblait presque argumentative. Elle l'a appris dans le sol du champ nord,
qu'elle a parcouru fin mars avec des bottes imperméables et un carnet qu'elle remplissait à un rythme qui en nécessiterait un deuxième d'ici avril. Le sol y était, comme elle l'avait soupçonné, et les documents l'avaient suggéré, considérablement meilleur que sa réputation. Il était lourd et froid et demandait du travail, mais il n'était pas endommagé. Il avait simplement été laissé à l'abandon. Il y a une différence entre endommager et abandonner. Elle avait appris cela, pensait-elle, sur elle-même, avant de l'apprendre sur le champ. Mais le champ le lui enseignait à nouveau, dans un langage qu'elle trouvait très clair. Hargreaves a fait venir un homme du village pour évaluer le toit de l'aile et début avril. L'homme s'appelait Tomlin, et il a regardé les dégâts avec l'expression d'un chirurgien considérant un patient qui a survécu à quelque chose d'improbable. Et il lui a donné une estimation qui n'était pas aussi terrible qu'elle l'avait craint. Elle a négocié avec lui pendant un quart d'heure et est arrivée à un chiffre qu'elle pouvait gérer si tout le reste se passait comme elle l'avait prévu, ce qu'elle comprenait que ce ne serait peut-être pas le cas. Tomlin est parti. Hargreaves a attendu. Elle a dit « Quelle est l'histoire à propos du champ nord ?» Il a dit « Quelle histoire ?» Elle a dit « Celle qui est censée expliquer pourquoi personne ne le cultive. » Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit « Il y avait eu une famille sur le champ nord, les Moss, 3 générations, et ils avaient été très bons à ça, c'était la vie générale. Et puis ils avaient été expulsés, bien que les raisons données n'aient jamais entièrement satisfait les gens qui les recevaient. Après ça, le champ était resté en friche, et une histoire avait grandi autour, comme les histoires grandissent autour des choses, que les gens ne peuvent pas expliquer autrement, impliquant la malchance et un sol pauvre, et un incident avec un mouton auquel il ne croyait personnellement pas. Elle a dit « Est-ce que quelqu'un sait où sont allés les Moss ?» Il a dit « Le fils est à Harrogate. Il a un chantier. » Elle a dit « Écrivez-le pour moi. » Elle a écrit au fils à Harrogate à la mi-avril. Elle a reçu une réponse début mai, courte, sur le ton d'un homme qui a appris à ne pas attendre grand-chose de la correspondance avec des gens dans la position qu'elle semblait occuper, mais qui avait décidé, pour des raisons qu'il n'expliquait pas, de répondre quand même. Son nom était Joseph Mosser. Il avait 38 ans. Il avait un chantier de bois à Harrogate et il n'avait pas mis les pieds sur le champ nord depuis 14 ans. Elle a répondu. Il a répondu à nouveau. À la 3e lettre, la correspondance avait une qualité qu'elle ne pouvait qualifier que de prudente. 2 personnes construisant quelque chose de fragile dans l'air entre elles, testant chaque poids avant d'ajouter le suivant. Elle ne lui a pas encore parlé du portefeuille. Elle lui a parlé du champ. Le premier signe visible que quelque chose changeait à Coldmere est apparu en juin. Le toit de l'aile S, réparé et sécurisé par Tomlin et 2 de ses neveux en 3 semaines, a cessé de présenter un danger et est devenu simplement un toit. C'était, à l'échelle de ce qui devait être fait, une petite chose. Mais ça n'avait pas l'air petit. Elle se tenait dans la cour, l'après-midi où Tomlin a déclaré le travail terminé, et elle a levé les yeux vers la section réparée et elle a senti le changement. La chose qui avait été brisée et qui ne l'était plus, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le toit. Madame Potts est venue la semaine suivante et a apporté un pot de conserve de l'automne précédent et une quantité d'opinions non sollicitées sur l'aménagement du potager, dont la plupart étaient correctes. Eleanor a pris des notes pendant que Madame Potts parlait, et Madame Potts a dit, en la regardant, « Vous allez tout remettre en état. » Eleanor a dit, « Je vais essayer. » Madame Potts a dit, « Ce sera mieux. » Eleanor a levé les yeux vers elle. Madame Potts a dit, « La façon dont c'était sous l'ancienne direction, c'était assez décent, mais c'était le genre de décence qui vient de quelqu'un qui s'en occupe à distance. » Elle a fait une pause. Quelqu'un qui s'en occupe de l'intérieur, c'est différent. Il y a eu un silence. Le potager s'étendait autour d'eux au début de l'été, en friche mais commençant à montrer ici et là les signes du travail qu'Eleanor avait fait tôt le matin avant que les exigences du reste de la journée ne s'accumulent. Eleanor a dit, « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Madame Potts a dit, « 31 ans. » Eleanor a dit, « Alors vous vous souvenez de ce que c'était ?» Madame Potts a dit, « Oui. » Elle a regardé le jardin. Je me souviens avoir pensé que c'était dommage. Quelque chose dans la poitrine d'Eleanor a bougé. Elle a dit prudemment, « Qu'est-ce qu'il était ?» Madame Potts a dit que c'était allé si vite, il y a 12 ans. À quel point tout était allé vite. Elle a regardé Eleanor avec la même qualité de mesure directe qu'Eleanor avait remarqué lors de leur première rencontre. Ce n'est pas le genre de choses qui arrive comme ça. 1 minute est passée. 2.
Éléonore a dit « Non, ce n'est pas le cas ». L'été a été la saison la plus difficile, ce qui l'a surprise car elle s'attendait à ce que l'hiver soit le plus dur. Mais l'hiver était simple dans ses exigences. Chaleur, combustible, endurance. L'été demandait tout à la fois et continuait de demander. Le champ Nord a nécessité une attention constante de juin à août et elle lui a donné cette attention elle-même, car elle avait décidé très tôt qu'elle comprendrait le travail avant de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Sutcliffe venait 2 matins par semaine et disait peu de choses et lui montrait par l'exemple plutôt que par des instructions, ce qui était exactement le genre d'enseignement qu'elle trouvait le plus utile. En juillet, elle avait développé une intimité avec le champ Nord qui vivait dans les mains plutôt que dans la tête, dans la manière spécifique dont le sol répondait à sa bêche et ce que l'angle de la lumière de fin d'après-midi sur le bord ouest signifiait pour le drainage. Elle écrivait aussi le soir son propre document. Elle l'a écrit soigneusement et longuement tout au long de l'été, assise à la table de la cuisine avec la lampe allumée et le portefeuille ouvert à côté d'elle. C'était un compte-rendu complet de ce qui était arrivé à Coldmere il y a 12 ans. Les décisions prises, les personnes expulsées, l'argent déplacé de ce domaine pour financer une propriété dans le Somerset, maintenant très précieuse. Elle a sourcé chaque affirmation à l'un des documents. Elle l'a écrit avec la précision de quelqu'un qui a été appelé une fois à dire quelque chose dans une pièce qui n'était pas vide, et qui comprend la différence entre le dire correctement et le dire bien. Elle l'a écrit pour 2 publics. Le premier était un homme à Londres dont la profession l'obligeait à s'occuper de comptes de ce genre, et qu'elle avait déjà informé par correspondance de son intérêt. Le second était elle-même, ou plutôt celle qu'elle avait été il y a 4 ans, quand elle avait compris pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Et il y a 8 mois quand elle avait compris que savoir n'était pas la même chose que pouvoir agir. Elle a terminé le document fin août. Elle l'a copié 2 fois, a posté une copie à Londres et a gardé les autres. Puis elle a écrit une lettre séparée, non pas à l'homme à la profession officielle, mais à une femme qu'elle connaissait à Londres. Une femme qui avait le don particulier de connaître tout le monde et d'être sous-estimée par tous, et qui avait maintenu une correspondance discrète avec Éléonore qu'elle appréciait plus qu'elle ne l'avait dit. La lettre posait une seule question. La réponse est revenue en 2 semaines. Oui, elle pouvait l'arranger. Et quand Éléonore serait-elle à Londres? Le moineau venait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine tous les matins depuis 3 semaines, avant qu'Éléonore ne remarque que c'était le même moineau. Elle l'a remarqué à cause d'une marque sur son aile gauche, une strie de brun plus clair qu'elle avait observé chacun des 21 matins précédents. Il apparaissait juste après qu'elle ait mis la bouilloire sur le feu, mais avant qu'elle ne se mette à bouillir, restait entre 1 et 4 minutes, puis partait. Il ne semblait rien vouloir, il semblait simplement être là. Elle a commencé à laisser une petite dispersion de miettes sur le rebord, non pas comme une incitation, mais comme une reconnaissance. Le moineau les a acceptés, sans sembler considérer cela comme un changement dans les termes d'un quelconque arrangement. Hargreaves l'a remarqué un matin et n'a rien dit. Elle l'a remarqué le remarquant. Elle a dit « Il vient depuis juin ». Il a dit « Je sais. Il était là avant votre arrivée. Je l'ai vu la semaine avant que vous ne veniez, assis sur le perron. Je n'ai pas pensé que ça signifiait quelque chose à l'époque. » Elle s'est retournée vers la bouilloire. Elle a dit « Peut-être que non ». Il a dit « Peut-être ». Il y a eu une pause. Le moineau était sur le rebord. Elle a dit « Ou peut-être qu'il attendait ». Elle est allée à Londres en octobre, discrètement, avec un petit sac et sans annonce. Elle a rencontré l'homme à la profession officielle dans son bureau et lui a donné le document et les pièces justificatives. Elle a répondu à ses questions pendant 2 heures, avec une précision qu'elle préparait sous une forme ou une autre depuis le matin de mars où elle avait lu l'acte pour la première fois. C'était un homme prudent qui posait des questions prudentes, et elle l'appréciait pour cela. Au bout de 2 heures, il s'est adossé à sa chaise et a regardé les documents disposés sur son bureau, et a dit « C'est assez complet ». Elle a dit « J'avais le temps ». Il a dit « Vous aviez plus que du temps ». Il l'a regardé. « Vous aviez l'instinct de ce qui comptait ». Elle a dit « J'ai été dans la pièce quand des choses de ce genre étaient discutées. Je savais à quoi ça ressemblait de l'autre côté ». Il a dit « Ce ne sera pas rapide ». Elle a dit « J'en suis consciente ». Il a dit « Et il y aura l'aspect de la réputation, l'aspect public ». Elle a dit « Je sais ». Il a dit « Êtes-vous préparé à cela ?» Elle a pensé au champ Nord en août et à la table de la cuisine le soir et au moineau sur le rebord.
et à la qualité particulière de l'air sur les landes à l'aube, qu'elle avait commencé à considérer comme l'air le plus important qu'elle ait jamais respiré. Elle a dit « oui ». Le nom de son amie était Cecily Marsh, et elle était la veuve d'un homme qui avait été énormément et utilement bien connecté. Elle avait hérité de lui à la fois les relations et une compréhension précise de leur fonctionnement. Elle a accueilli Eleanor avec une chaleur qui contrastait agréablement avec la pluie d'octobre dehors. Elle a écouté ce qu'Eleanor lui a dit, et a dit quand Eleanor a eu fini, « Votre frère va être furieux ». Eleanor a dit « oui ». Cecily a dit « bien ». Elle a dit cela avec une vivacité qui ne contenait aucune cruauté, seulement un sens clair du bien et du mal, et une préférence pour le premier. Maintenant, parlez-moi du domaine. Dites-moi ce que c'est réellement. Eleanor lui a raconté. Elle a parlé du champ nord et du sol, et de ce dont il était capable. Elle a parlé de l'aile est et du travail de Tomlin, et de ce qui restait à faire. Elle a parlé de Madame Potts et de Sutcliffe, et de Joseph Mosser à Harrogate, qui était venu une fois fin septembre pour parcourir le champ nord avec elle. Il s'était tenu au bord du champ pendant un long moment sans parler, et avait dit, finalement, « C'est toujours de la bonne terre ». Cecily a tout écouté. Puis elle a dit, « Et les 3 fermes redeviennent 7 ». Eleanor a dit, « Avec du temps et du capital ». Cecily a dit, « Et la maison ?» Eleanor a dit, « Avec plus de temps et plus de capital ». Cecily a dit, « Et de quoi avez-vous besoin que vous n'avez pas ?» Eleanor lui a dit cela aussi. Cecily a dit, « Je connais 3 hommes qui trouveraient cela intéressant. » Elle l'a dit comme elle disait la plupart des choses, sans élever la voix. C'est ainsi qu'on savait qu'elle le pensait. Pas intéressant dans le sens d'arriver et de prendre le contrôle. Intéressant dans le sens d'un retour sur une situation inhabituelle. Elle a fait une pause. Des comptes. Il y a eu une pause. Eleanor a dit, « Qui sont-ils » Cecily les a nommés. Eleanor en connaissait 2 et avait entendu parler du 3e. Elle a réfléchi un moment, puis elle a dit, « Je ne vends pas Coldmere ». Cecily a dit, « Je le sais ». Eleanor a dit, « Et je ne suis pas ». Cecily a dit, « Je le sais aussi ». Elle l'a dit patiemment, comme elle disait les choses auxquelles elle avait déjà réfléchi plus loin que la personne à qui elle parlait. Ce que je suggère, c'est un arrangement d'investissement. Du capital de développement en échange d'un droit de bail sur une durée déterminée, le domaine restant votre propriété et sous votre gestion tout au long. Elle a regardé Eleanor. C'est ce que c'est, un arrangement commercial. Le fait que cela aboutirait incidemment à ce que 3 comptes se disputent pour investir dans quelque chose que votre frère vous a donné comme une punition, c'est simplement un plus. 1 minute est passée. Eleanor a regardé son amie. Elle a dit, « Vous leur en avez déjà parlé ». Cecily a dit, « J'ai peut-être mentionné en passant que quelque chose d'assez intéressant devenait disponible dans le Nord. J'ai peut-être aussi mentionné que la femme qui le gérait ne devait pas être sous-estimée. » Elle l'a dit avec une simplicité qui signifiait qu'elle l'avait dit au comte aussi, exactement dans ces termes, et que cela avait fonctionné. Eleanor est retournée à Coldmere. Elle est revenue en novembre, quand les Landes commençaient leur longue saison grise et que le vent avait une qualité qu'elle commençait, avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection, à considérer comme vivifiante. Elle est revenue avec un contrat examiné par un avocat à Londres, un avocat différent de celui de son frère, un cabinet trouvé par l'intermédiaire de Cecily, et qui avait traité ses préoccupations avec une rigueur qu'elle trouvait rassurante, et avec la connaissance que 3 hommes de moyens considérables avaient déjà manifesté leur intérêt pour les conditions qu'elle était prête à offrir, et que l'un d'eux avait décrit Coldmere, sur la base de la documentation qu'elle avait envoyée à l'avance, comme sous-évaluée. Elle a retourné ce mot dans son esprit dans la diligence vers le nord. Sous-évaluée. Elle l'a gardé un moment, puis l'a mis à l'endroit où elle gardait les choses qu'elle utiliserait plus tard. Et elle a regardé la campagne passer du sud plat, et certains au nord vaste et particulier. Et elle a pensé au champ nord et à ce à quoi il ressemblerait au printemps. Il y avait aussi, en novembre, 4 lettres de Joseph Mosser à Harrogate, non pas sur le bois, mais sur le champ. Elle n'avait rien fait de précis à propos de ces lettres, mais elle les avait lues plusieurs fois chacune, ce qui était une sorte de faire quelque chose. La réunion avec les 3 comtes a eu lieu en janvier dans une salle à York, que Cecily avait arrangée avec l'efficacité qu'elle apportait à tout. Ils sont arrivés un jeudi matin. Lord Pembridge, 60 ans, extrêmement pratique, qui avait fait fortune dans l'amélioration agricole,
et qui regardait les comptes préliminaires de Coldmere comme un homme regarde quelque chose qu'il attendait de trouver. Lord Ashbourne, 45 ans, dont l'intérêt principal semblait être la pure improbabilité de la situation, qu'il considérait avec l'engagement joyeux de quelqu'un qui a trouvé l'après-midi considérablement plus intéressant que prévu. Et Lord Carver, 38 ans, qui disait très peu et dont le silence était du genre coûteux. Eleanor a présenté la situation du domaine avec la clarté qu'elle avait développée pendant 9 mois. Elle a décrit ce qu'il avait été, et pourquoi il avait échoué, et ce qui était actuellement en cours, et ce qui restait à faire. Elle leur a montré les évaluations du sol, et l'expertise du toit, et les baux des métayers, et le compte-rendu du rendement historique des champs du Nord, reconstitué à partir de 4 sources distinctes, ce qui peignait un tableau de productivité invisible depuis 12 ans. Elle n'a rien exagéré. Elle n'en avait pas besoin. Les chiffres le faisaient sans elle. Pembridge a posé la plupart des questions, qui étaient excellentes. Ashburn est intervenu 2 fois avec des remarques qui étaient techniquement des observations, mais qui étaient, elle l'a compris, des démonstrations de compréhension. Carver a posé une question à la fin sur les termes de l'arrangement, et elle y a répondu précisément, et il a hoché la tête une fois et n'a rien dit de plus. Il y a eu une pause. Pembridge a dit « Votre frère vous a donné ça ». Ce n'était pas une question. Elle y a répondu quand même. Elle a dit « C'est exact ». Une autre pause. Ashburn a dit, avec l'air d'un homme partageant quelque chose qu'il trouve vraiment délicieux, « Il doit passer un automne assez difficile ». Pembridge a dit, « La propriété du Somerset mise à part, ses comptes ne sont pas. » Il s'est arrêté. Il a regardé Eleanor avec une expression qui n'était pas tout à fait une excuse et pas tout à fait du respect, et qui était en fait quelque chose entre les deux. Une troisième chose qu'elle a reconnue comme le regard d'un homme recalibrant ses hypothèses. Elle a attendu. Il a dit « Pardonnez-moi, vous connaissez ces comptes ». Elle a dit « Oui, je les connais ». Il a dit « Parce que… » Elle a dit « Parce que j'ai passé 3 mois à Londres au printemps dernier, à lire des choses qui étaient disponibles à la lecture. » Elle a soutenu son regard. Personne n'a regardé, parce que personne n'a pensé à regarder. Carver a dit sans inflexion. Et maintenant, quelqu'un a regardé. Elle a dit « Oui ». Il y a eu une autre pause, plus longue que les autres. Puis Pembridge a dit « J'aimerais faire une offre ». Ashburn a dit, avec un certain amusement, « Moi aussi ». Carver a dit « Moi aussi ». Ils ont fait leurs offres. Elle a écouté les 3 sans interrompre. Puis elle leur a dit qu'elle examinerait les conditions et répondrait dans les 15 jours. Et elle les a remerciés d'être venus. Et elle a fait cela avec le sang-froid qu'elle avait pratiqué sous diverses formes toute sa vie d'adulte, mais qui aujourd'hui ne semblait pas être un exercice de contrôle, mais l'expression naturelle de quelqu'un qui est exactement là où elle est censée être et le sait. Elle a choisi Pembridge à la fin parce que ses conditions n'étaient pas les plus généreuses, mais sa compréhension de la terre était la plus profonde. Et elle n'était pas intéressée par l'argent pour l'argent. Elle était intéressée par ce que l'argent pouvait faire à un champ qui avait attendu. Le document concernant la gestion de Coldmere, par son frère il y a 12 ans, est devenu public en février, sous la forme que de tels documents deviennent publics. Lentement d'abord, puis soudainement, à la manière de l'eau trouvant une fissure dans la pierre. L'homme à la profession officielle avait fait son travail avec la rigueur de quelqu'un qui ne veut pas avoir tort. Et il n'avait pas tort. Et les comptes des 7 familles expulsées et des fonds redirigés n'étaient pas contestables parce qu'Eleanor les avait rendus incontestables par la méthode simple et chronophage de tout rassembler. La réponse de son frère a été ce que sont de telles réponses. D'abord dédaigneuse, puis défensive, puis la 3e semaine, un silence qui en disait plus que les 2 premières réponses combinées. Elle était dans le champ nord, quand elle a entendu parler du silence. Hargreaves le lui a dit, relayant des informations de Madame Potts, qui avait reçu une lettre d'un cousin à York. Elle se tenait au bord ouest du champ, regardant l'horizon, qui en février était encore gris et encore lointain, et encore de ce genre particulier de beauté qui n'est pas confortable, mais qui est vrai. Elle a dit « Je vois ». Hargreaves a dit « C'est dans les journaux à Londres ». Elle a dit « Oui ». Il a dit « Est-ce que ça va ?» Elle a réfléchi à cela attentivement, comme elle avait appris à réfléchir aux choses qui comptaient. Elle a dit « Je pense que oui. Je ne suis pas sûre de ce que je m'attendais à ressentir. » Il a dit « Que ressentez-vous » Elle a dit « De la fatigue. » Une pause. Quelque chose qui n'est pas tout à fait le mot juste pour ce que je veux dire. Elle a regardé l'horizon.
comme si quelque chose avait été déposé, quelque chose qui était porté. Il a dit « Ah ». Elle a dit « Oui ». Le moineau est apparu, sans rien de remarquable, sur le piquet de clôture à sa gauche. Il est resté là dans le vent de février, avec un air de complète indifférence au froid, ce qu'elle en était venue à considérer comme l'une de ses qualités les plus admirables. Il l'a regardé, elle l'a regardé, puis il s'est envolé, bas et direct, à travers le champ nord vers le mur sud, et a disparu. Elle est restée un moment de plus, puis elle s'est retournée et a marché vers la maison. Une année a passé. Elle a passé comme les années passent sur une terre de travail, en saison, en conditions de sol, dans l'accumulation progressive de décisions qui se composent lentement en quelque chose de visible. Le champ nord est revenu en premier, plus pleinement qu'elle ne l'avait espéré, et à la fin de l'été, plus pleinement que même Pembridge ne l'avait prévu. Sutcliffe a étendu son exploitation à la 4e ferme en juin, celle dont le toit avait été réparé en avril par le neveu aîné de Tomlin. Madame Potts a replanté la section de son exploitation qu'elle avait laissée en jachère pendant 2 saisons, et le potager du manoir produisait, en juillet, suffisamment pour qu'Eleanor ait commencé, discrètement, à réfléchir à ce que l'on fait d'un surplus. Joseph Mosser est venu en avril, puis de nouveau en juin, et de nouveau en août. Et à chaque occasion, il est resté un jour de plus que ce que l'occasion exigeait strictement. Et à la 3e occasion, il a parcouru le champ nord avec elle à l'aube, et s'est tenu au bord ouest, où elle s'était tenue en février, et a dit, doucement, sans la regarder, « J'aimerais revenir, pas seulement pour une visite. » Elle est restée silencieuse un moment. Elle a dit, « Le champ ?» Il a dit, « Entre autres choses. » Elle a regardé le champ. Elle a regardé l'horizon, qui en août n'était pas du tout gris, mais d'un bleu profond et particulier, le genre qui suggère que le ciel a décidé de faire un effort. Elle a dit, « Il y a beaucoup de travail. » Il a dit, « Je sais. » Elle a dit, « Ce ne sera pas simple. » Il a dit, « Je le sais aussi. » Une pause. Elle a dit, « Il y a déjà des gens qui y ont un intérêt. Sutcliffe et ses fils, Madame Potts, Hargreaves, les gens qui sont restés. » Il a dit, « Je comprends. Je suis parti parce qu'on m'a expulsé, pas parce que je voulais partir. » Elle l'a regardé. C'était, pensa-t-elle, peut-être la chose la plus précise qu'elle ait jamais entendu quelqu'un dire sur quoi que ce soit. Elle a dit, « Je sais. » Il a dit, « J'avais 14 ans. Je n'avais pas le choix à l'époque. » Il s'est tourné pour la regarder. « J'ai 39 ans maintenant. » Elle a gardé cela. Elle a dit, « Vous devriez parler à Sutcliffe. » Il a dit, « Je connais Sutcliffe. J'ai grandi en connaissant Sutcliffe. » Elle a dit, « Oui, je suppose que oui. » Il y a eu une pause. Le champ s'étendait autour d'eux dans la lumière du petit matin, vert et spécifique, revenu à lui-même comme reviennent les choses qui n'ont pas été détruites, mais seulement laissées. Il a dit, « Il y a quelque chose que je veux vous demander. » Elle a dit, « Alors demandez-le. » Il l'a dit. Il l'a dit simplement et sans préambule, car il était le genre d'homme qui avait appris que les mots simples ont plus de poids que les mots élaborés. Et elle est restée très immobile pendant qu'il parlait, avec une immobilité contrôlée qui était, elle le savait depuis longtemps, non pas l'absence de sentiment, mais son expression la plus vraie. Elle a dit « oui ». Elle l'a dit de la même manière qu'elle avait dit tout ce qu'elle pensait cette dernière année, doucement, directement, et sans revenir dessus. Il a expiré une fois, et elle a vu ses mains se détendre d'un degré si petit qu'il était à peine perceptible et énorme au-delà de toute mesure. L'été a continué. La réponse du duc a suivi ces étapes avec la lenteur des choses qui sont réelles et ne peuvent donc pas être résolues rapidement. Son secrétaire a publié une déclaration. Ses avocats ont publié une déclaration. Lui-même, dans une lettre qu'Eleanor a reçue fin mars, a écrit en des termes qu'elle a lus 2 fois et mis de côté sans expression. Ce que la lettre disait entre les lignes, c'est qu'il ne s'y attendait pas. Ce qu'elle disait en outre, c'est qu'il avait mal calculé. Pas l'acte, pas le domaine en ruine, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose à son sujet, qu'il avait toujours évalué selon la même norme qu'il appliquait à tout ce qui ne le servait pas directement, et qu'il avait donc mal évalué. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a répondu en mai, quand le champ nord montrait sa croissance printanière, brièvement et sans rancune, et avec une précision qu'elle espérait qu'il lirait correctement. Elle a dit qu'elle espérait pour son propre bien qu'il réglerait la question des 7 familles, sur laquelle elle n'insisterait pas davantage s'il la réglait lui-même.
Elle a dit que Coldmere, dans sa trajectoire actuelle, serait un domaine d'un genre différent de ce qu'il avait été, et encore différent de ce qu'il avait peut-être imaginé en le lui cédant. Elle n'a rien dit sur elle-même, car rien n'avait besoin d'être dit sur elle-même. Elle a signé Eleanor Vane. La réponse a pris 3 semaines, et a été brève, et, si l'on savait la lire, contenait plus que ces phrases. Il avait engagé un cabinet pour évaluer la question des métayers déplacés. Il a noté que les activités récentes de Coldmere avaient attiré son attention. Il n'a offert aucune opinion à leur sujet. Il a signé, comme il le faisait toujours, avec toute la formalité ducale, une sorte d'armure qu'une personne portait quand elle n'avait plus d'autres armes. Elle a classé la lettre avec les autres. Le mémoire, en octobre de cette 2e année, n'était pas terminé. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le soit avant un certain temps, et elle avait développé une relation de travail avec l'inachèvement qu'elle considérait comme respectueuse. Mais c'était une maison. Elle avait des cheminées fonctionnelles et des planchers solides, et une cuisine qui, sous certaines lumières, pouvait être qualifiée de chaleureuse. L'aile était habitable si l'on choisissait d'utiliser le mot avec une certaine générosité. Les terres n'étaient pas celles d'un grand domaine, mais c'étaient des terres en train de devenir activement quelque chose, et devenir était suffisant. Il y a eu un soir de fin octobre où elle était assise dans la cuisine avec la lampe allumée et le feu bien pris et le son du vent dehors, faisant son travail habituel sur les landes. Ed Hargreaves était à l'autre bout de la table avec un livre de contes, et elle avait devant elle une lettre de Cecily contenant une description de la position actuelle de son frère à Londres, rendue avec la précision sèche particulière de Cecily. Et cela a fait qu'Eleanor a posé la lettre, et est restée un moment avec un sentiment qu'elle a mis du temps à nommer. Ce n'était pas du triomphe, ou pas seulement du triomphe. C'était quelque chose de plus calme et de plus persistant. Le sentiment d'une chose achevée, pas terminée, car Coldmere ne serait jamais terminé, et Joseph Moser arriverait de nouveau en novembre, et le champ nord avait encore des sections non essayées, et il y avait 4 autres fermes à reconstruire avant que le domaine ne redevienne ce qu'il avait été. Mais achevé dans le sens où sa forme était maintenant visible, la direction claire. La chose qui avait été enterrée était trouvée. La vérité qui avait été portée était déposée. Ce qui restait n'était pas une histoire sur ce qui lui avait été fait. C'était une histoire sur ce qu'elle construisait, et ce qu'elle construisait allait durer. Hargreaves a dit, sans lever les yeux du livre de comptes, « Il y a un surplus sur le chiffre du champ nord, plus grand que prévu. » Elle a dit, « Je sais. » Il a dit, « Pembridge voudra savoir. » Elle a dit, « Je lui écrirai. » Il a dit, « Il sera content. » Elle a dit, « Il le sera. » Elle a regardé la lampe. Moi aussi. Il a tourné une page. Elle a repris la lettre de Cecily et a lu la dernière ligne, qui était la conclusion caractéristique de Cecily, une seule phrase sèche qui contenait, comme toutes les phrases de Cecily, la chose irréductible. La phrase disait « Vous aviez raison à propos du champ. » Elle avait eu raison à propos du champ. Elle a plié la lettre et l'a tenue dans ses mains un moment, comme on tient quelque chose qui est aussi, à sa manière, une sorte de document. Puis elle l'a posée sur la table à côté des livres de comptes et de la lampe, et elle a regardé la cuisine qui était la sienne, et la maison au-delà, et les terres, et le champ nord qu'elle connaissait dans ses mains et ses bottes, et la partie matinale de son cerveau qui avait appris à penser en sol, et elle a pensé « Tout pousse quand ce n'est plus seul ». Dehors, le vent se déplaçait sur les landes avec son indifférence habituelle. À l'intérieur, la lampe continuait de brûler.